Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Bon lundi midi tout le monde et bienvenue à notre émission d'actualité et d'affaires publiques à Pure FM. Mon nom est Jean Saint-Pierre, j'anime Côte-Nord Attitude. Le lundi, je suis en compagnie de notre animatrice du matin et du soir, Valérie Dionne, bonjour. Allô, Jean. T'as passé une bonne fin de semaine? Oui, une très belle fin de semaine. Moi, j'ai profité un peu pas mal du festival Ciné 7 pour aller rencontrer les réalisateurs qui étaient là, aller voir également plusieurs films. Ça a été bien agréable. On a le choix. Oui, vraiment. T'as-tu eu un coup de cœur au cours de la fin de semaine, toi? Je te dirais que le film de Marc Séguin. Marc Séguin, qui est un peintre, mais c'est vraiment magnifique. Là, on voit que sa préoccupation en art visuel est très présente dans le film. En plus, l'histoire était assez intéressante là, même si elle n'est pas racontée de façon linéaire. La réflexion surtout derrière ça, vraiment Stealing Alice. Alice, oui, c'est un des bons films que j'ai vu dans ma vie. Moi, j'en ai vu un là jusqu'à maintenant. J'ai vu Moonlight, l'histoire d'une vie, mais je pense que j'ai fait très bon choix pour mon premier film du festival. Ça me hante encore. J'y pense encore. J'ai adoré ce film-là, qui avait gagné d'ailleurs au Golden Globes le meilleur film dramatique. Là, donc ça vaut le déplacement vraiment. Ça veut dire qu'on a manqué Nelly. Moi, j'ai été voir le film de Xavier Dolan. C'est très bon également. On se trompe jamais. On en a manqué plein d'autres. Hein? On va pouvoir se donner rendez-vous au cinéma ce soir ou dans les prochains jours. Ce qui est beau, c'est qu'il y a plusieurs représentations, donc on peut se reprendre dans les prochains jours, c'est sûr. Et là, on va plutôt parler du contenu de notre émission de ce midi. Valérie, d'abord, on reçoit Nicolas Lapierre, le coordonnateur des métallos de la Côte-Nord. Je pense que lui, comme bien d'autres, là, on était très heureux de cette annonce la semaine dernière du côté du Forum économique en Suisse. L'annonce d'investissement majeur par ArcelorMittal sur la Côte-Nord. Ça réjouit le syndicat des métallos qui amorce d'ailleurs, qui a commencé les négociations pour le renouvellement du contrat de travail. On va parler de plusieurs autres sujets d'actualité syndicale avec Nicolas Lapierre dans quelques instants vers 12h15 à notre émission Côte-Nord Attitude. Tout de suite après, c'est Ghislain Lévesque et Régent Porlier, le maire actuel et l'ancien maire de cette île qui seront avec nous pour nous parler de la nouvelle entente. La conférence de presse a eu lieu jeudi après-midi. On n'a plus d'émission le vendredi midi. Alors, quand même, il y a lieu de faire un retour. C'est assez intéressant, là. Un prêt de 100 000 $ qui va se confirmer vraiment ce soir. Ça va être voté officiellement en séance publique du conseil municipal ce soir. Régent Porlier nous explique quels étaient les objectifs de la ville dans tout ça. Et Ghislain Lévesque nous parle de l'organisation, là, le nouveau conseil d'administration qui se réjouit de pas avoir de béquille, parce que de traîner un déficit sur 5 ans, ça aurait été une bonne béquille pour les organisateurs. Il est confiant d'offrir une bonne édition en 2017, donc on en reparle un peu plus tard. Également, l'ancien député du Lac-Saint-Jean, Denis Trottier, sera avec nous. Il a fondé Option Région. C'est un site web là qui réfléchit sur la situation des régions à travers une série de capsules radiophoniques. Mais là, on va rajouter des productions télé, notamment en collaboration avec les télévisions communautaires, là, peut-être même celles de la Côte-Nord dans les prochaines semaines. Le président d'Option Région, Denis Trottier, je vais l'inviter à réagir aussi à l'arrivée, bien sûr, du parti de Bernard Rambaud-Gauthier, qui, selon lui, divise le vote souverainiste. Et puis, en fin d'émission, un beau défi qui nous est proposé par le Centre intégré de santé. Franchement, j'aime ça. Oui, tout à fait, parce que tu sais, Jean, qu'il y a beaucoup de neige qui est tombée depuis le début de l'hiver. Des fois, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Au 6 Côte-Nord, on vous propose de faire des châteaux de neige avec toute la neige qui est tombée. C'est un défi château. En fait, c'est pour promouvoir les saines habitudes de vie. J'en ai jasé avec Stéphane Talbot, qui est conseiller en activité physique au 6 Côte-Nord. Ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte aussi que on n'est pas obligé de faire des grands sports ou des grandes activités pour bouger. Quelque chose comme un jeu, d'aller faire un château de neige, on se rend compte finalement que ça fait partie des saines habitudes de vie. Donc, une invitation aux familles de Sept-Îles et Port-Cartier. Stéphane Talbot nous donne tous les détails. On fabrique des châteaux de neige, on les prend en photo, puis on leur envoie ça. Exactement. Pas plus compliqué que ça. C'est un concours, il y a des prix qui sont rattachés à ça aussi. Bon, on aura tous les détails en fin d'émission. Avant cette série d'entrevues sur nos ondes, on vous propose à l'instant un bulletin d'information régionale. Actualité Pure FM.
Mais d'abord, le co-porte-parole du parti politique de Bernard Rambaud-Gauthier quitte son poste. Dans sa lettre de démission, Franck Malenfant, c'est un gars de Rivière-du-Loup, critique le nouveau message du Parti citoyen au pouvoir. Il se dit incapable d'honorer les promesses de démocratie et d'égalité politique sur lesquelles il a construit la confiance des membres du parti, qui a changé de nom avec l'arrivée du Sétilien Bernard Gauthier. Franck Malenfant précise quand même que sa décision n'a pas directement à voir avec l'arrivée de Rambaud comme co-porte-parole du parti. Il parle plutôt de transformation inattendue au sein du parti sous cette pression politique et médiatique. Bernard Gauthier estime que M. Malenfant fait bien de quitter s'il n'est pas à l'aise avec les changements au parti. Il ne s'attendait peut-être pas à ce qui arrive, de dire Bernard Gauthier. Il voulait me parler pour m'attendrir, mais moi je ne changerai pas mon style, affirme le syndicaliste, le bouillant syndicaliste de cette île. Il définit Franck Malenfant comme, en fait, il n'y a que de bons mots à dire sur son ancien co-porte-parole. Il le définit comme un homme intelligent, cultivé. Il précise qu'il y a d'autres intellectuels dans son organisation politique pour prendre la relève. Bernard Gauthier soutient que le Québec ne s'est pas construit seulement avec des intellos et qu'il faut redonner la parole aux citoyens. Ce n'est pas Bernard Gauthier au pouvoir, c'est citoyens au pouvoir, m'a-t-il répété ce matin au téléphone. Les députés du Parti québécois de l'Est du Québec demandent la création d'une cellule de crise concernant l'érosion des berges. Les 6 députés du caucus présidé par Lorraine Richard souhaitent des actions gouvernementales concertées. Le Conseil national du PQ a adopté à l'unanimité une résolution qui réclame la création d'une cellule de crise. Les députés du Parti de l'opposition des 3 régions touchées par de récentes tempêtes se disent interpellés par plusieurs propriétaires riverains. Ils demandent au gouvernement de mettre en place un guichet unique pour répondre aux appels des sinistrés. Tourisme Côte-Nord se lance en grande dans la promotion de la région comme destination en motoneige. Elle fait l'éloge des paysages à couper le souffle de chez nous dans une série de vidéos de 15, 30, 60 secondes et il y en a une de 11 minutes également. Le tournage s'est effectué à l'aide de drones entre Sacré-Cœur et Harrington Harbour. La campagne La Côte-Nord en motoneige a atteint plus de 880 000 vues et 2500 partages sur les réseaux sociaux. Les publicités sont disponibles sur les pages Motoneige et Route Blanche du site de Tourisme Côte-Nord. C'est bien fait, je vous invite à aller les voir. Elles seront diffusées à la télévision à partir du 29 janvier. Par contre, on n'avait pas les moyens de s'en payer une dans le Super Bowl pour inviter les Américains. C'est une coupe de millions, ça. Hein? Pas, hein? Oui, effectivement. Même si elle ne crée pas d'emploi direct, l'annonce d'investissement de 500 millions de dollars sur la Côte-Nord par ArcelorMittal suggère des jours meilleurs pour les PME de la région, habituées à faire des affaires dans l'industrie minière. La multinationale va dépenser pour accroître la production à la mine de Fire Lake et poursuivre celle de la mine du Mont-Wright. Le président et chef de direction ArcelorMittal Mine Canada, Pierre Lapointe, en a profité pour rappeler les investissements passés de plus de 1 milliard entre 2011 et 2013 par l'entreprise sur la Côte-Nord. Lors de l'annonce au Forum économique mondial de Davos en Suisse, le premier ministre Philippe Couillard a soutenu que la décision de la direction d'Arcelor montre la vitalité du plan Nord et la stabilité du Québec. Le gouvernement contribue avec un rabais d'électricité évalué à 60 millions de dollars, mais qui pourrait atteindre 90 millions. Le ministre de la Forêt, de la Faune et des Parcs, Luc Blanchette, dit qu'il veut protéger à la fois une espèce en péril et les emplois de l'industrie forestière, notamment sur la Côte-Nord, en créant la Table des partenaires pour l'habitat du caribou forestier. La table a tenu sa première rencontre la semaine dernière. Elle regroupe des représentants des syndicats, des compagnies forestières, des groupes environnementaux, des municipalités et des communautés autochtones. Le ministre Luc Blanchette s'est gardé la présidence de cette table sur le caribou forestier. Elle vise à trouver des solutions proposant un équilibre entre la faune, la protection de la faune et la forêt. Le caribou forestier est une espèce désignée vulnérable depuis 2005 au Québec. Et le Festival Ciné7 recevait cette fin de semaine plusieurs réalisateurs à cette île pour sa première fin de semaine d'activité. Après Kim Nguyen lors de la soirée d'ouverture, Sylvie Goyette et Marc Séguin sont venus à la rencontre des cinéphiles de la Côte-Nord samedi et dimanche. Sylvie Goyette a déjà habité à cette île. Voilà, elle tenait à venir discuter de son film Mes nuits feront écho avec des participants du Ciné7. Artiste peintre de renom devenu cinéaste, Marc Séguin lui a présenté son film Stealing Alice. Il a
a tourné des images d'une grande beauté dans le Grand Nord, ce qui cadre bien avec le thème du Ciné-7, la nordicité. Le festival du film se poursuit jusqu'à dimanche avec encore plusieurs projections chaque jour au Ciné-Centre et au Cinégraphe. Et puis, on parle de plusieurs sujets d'actualité politique, économique et syndicale liés à notre belle région Côte-Nord avec le coordonnateur des métallos, Nicolas Lapierre, dans quelques instants. Attitude. Pourquoi t'écoutes ça? Ah, je me mets dans l'ambiance. Dans l'ambiance. Ben chérie, c'est l'événement temps froid offre brûlante chez notre concessionnaire RAM. Ah, ben oui, j'oubliais. Mais si j'étais toi, là, je laisserais faire la jupe en paille. Tu trouves? Ouais, je trouve. C'est l'événement temps froid offre brûlante chez vos concessionnaires RAM du Québec. Jusqu'au 31 janvier, obtenez des rabais allant jusqu'à 11 000 $ et profitez d'aucun paiement au financement pour 90 jours sur la plupart des modèles RAM 1500 2017. Des conditions s'appliquent. Détails dans les journaux et chez vos concessionnaires Chrysler, Dodge, Jeep et RAM. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94. Plusieurs bons sujets d'actualité qu'on pourrait aborder avec mon invité, Nicolas Lapierre, coordonnateur du syndicat des métallos pour la Côte-Nord et le Labrador. Bonjour, Nicolas. Bonjour. On va commencer par Arcelor. À mon avis, c'était quand même une nouvelle très intéressante, surtout pour les métallos, il me semble. On est en négociation avec Arcelor, mais 500 millions à Sept-Îles et Port-Cartier, ça peut régler bien des problèmes, assurer vos emplois finalement, là. Oui, ça vient pérenniser l'ensemble de nos emplois, mais aussi en créer au niveau de Fire Lake, là, parce que ça vient assurer le développement de la mine de Fire Lake aussi, qui vise à alimenter les installations de Mont Wright, là, près de Fermont. Oui. Donc oui, c'est sécurisant pour nos travailleurs, c'est sécurisant pour la région aussi, parce que ça a un impact économique majeur, ne serait-ce que les investissements de 500 millions aussi, mais de par les salaires qui vont être dépensés dans la région, évidemment, là, ça fait qu'on salue l'investissement, on en est très heureux. Est-ce que ça règle les problèmes qu'on a déjà parlé? On savait qu'il y a une des mines là qu'il faut enlever un peu de l'inerte, là, pas qu'elle arrive en fin de vie. Il y a encore du minerai de fer un peu plus loin, mais des fois il y a des zones inertes là. Oui. Ben écoutez, ils nous ont pas dit si ce 500 millions là servirait à ce qu'on appelle développer, on appelle ça communément l'offload, qui est une partie qu'on doit dégager du terrain là pour aller chercher le minerai. Par contre, par analogie, cet investissement-là vient nous dire qu'ils ont une idée de développer à long terme. Ils veulent assurer la pérennité de la mine. Puis on sait que la pérennité de la mine passe par ce développement-là de ce qu'on appelle l'offload. Donc, même si directement ils l'ont pas lié à ça, je pense qu'on comprend entre les lignes qu'ils ont un avenir de développer à long terme. Ça, c'est bon pour tout le monde. Fait qu'on en est très heureux. Et je suis sûr que vous surveillez la compagnie Arcelor, parce que vous êtes en négociation pour vos membres à Fermont et Port-Cartier. Je pense de plusieurs loges différentes syndicales, là, mais on a une grosse négociation avec Arcelor qui est déjà commencée. Je sais que vous avez des gens chez vous qui surveillent aussi là, tout ce qui se passe en bourse, parce que Arcelor, depuis quelques semaines, là, ça progresse pas mal. L'entreprise va plutôt bien. Ça aide, ça, de négo, quoi? Oui, bon, vous compterez pas d'histoire qu'on était très heureux de cette annonce-là tomber en plein pendant les négociations, là. C'est de la musique à nos oreilles, évidemment. Hein. On aime mieux négocier, même si c'est pas nécessairement une situation de cause à effet, là, directement. On aime mieux négocier dans un contexte de développement économique puis de prospérité et de croissance que de décroissance, qu'on nous dirait que la mine n'opérera pas à temps plein. Là. Fait qu'on aime mieux une annonce de même comme ça, puis qu'on vienne la faire pendant les négos, ben nous... Le prix du fer aussi, c'est bon, ça aide à la négo. Je pense autour de 80 ça... encore depuis quelques jours, alors qu'il a baissé en bas de 40. C'est mieux négocier là qu'il y a un an et demi, mettons. Là. Oui, clairement, le prix s'est stabilisé. On en est, encore une fois, je me répète, mais on est très heureux. Je pense que c'est des conditions qui sont toutes réunies pour s'assurer de négocier un contrat de travail. On a commencé à négocier depuis le 5 de janvier, donc on est là-dedans à temps plein là, avec les 5 sections locales qui représentent 2000 travailleurs. Est-ce que tu as l'impression que c'est le début de la fin de la morosité économique pour Sept-Îles Port-Cartier, un début de relance? Il pourrait y avoir d'autres annonces. On pense à Cliff, à Mine du Lac-Bloom, c'est quand même vos anciens membres, là. Ça a été repris par Champion, puis bon, quand même, le prix est meilleur. Peut-être qu'en 2017, il y aura de nouveaux emplois, le retour des emplois là-bas. Oui, rappelons-nous, à cette tribune ici, on avait déjà dit que 2016, on penserait que ce serait une des pires années, puis que 2017, tout commencerait à reprendre progressivement. Je pense que c'est ça qui est en train de s'opérer. Oui, il y a des signes encourageants. Puis quelque chose qui est très encourageant, c'est que les signes d'exploration minière sont repris. Il y a de plus en plus de claims qui sont pris par des explorateurs miniers. Donc ça a repris là. Donc quand les claims puis que l'exploration minière reprend,
c'est un peu comme le développement domicilier. Là, quand on construit des maisons, c'est un signe que l'économie reprend. Dans le domaine minier, quand on prend des claims pour faire de l'exploration minière, c'est un très bon signe. Puis ça, le nombre de claims qui sont pris par les explorateurs miniers, là, ça a augmenté beaucoup. Là. Mm-hmm. Donc, oui, on pense qu'il y a une reprise qui s'en vient. Est-ce que ce sera aussi rapide qu'on le voudrait? Peut-être pas, mais je pense qu'on est en bonne position dans la région là, pour être prêt, mais que ça arrive. Qu'est-ce qui arrive si Cliff, si Champion Iron Mine réouvre la mine du lac Bloom, là, vous allez être dans le dossier, c'est vos anciens membres, est-ce que ils sont pas obligés de les engager finalement, les anciens métallos, ils peuvent se ramasser, négocier avec d'autres mondes, non? Il faut comprendre que maintenant ça s'appelle Minerai de fer Québec, là, la mine du lac Bloom. Puis la convention, les droits et les obligations de la convention ont été transposés aux nouveaux travailleurs. Donc on est là, comme on était avant. Il y a une quarantaine de nos travailleurs qui travaillent là, puis la liste de rappel est encore là. Quand ils vont repartir, le syndicat des métallos a une accréditation légale là. Puis il y a une obligation de rappeler nos travailleurs qui sont sur la liste de rappel. Ça fait quand même plus d'un an que ces gens-là ont perdu leur job. Il y doit y en avoir plusieurs qui ont quitté cette île, quoi. Peut-être qu'ils s'informent quand même, qui aimeraient revenir. J'imagine, c'est des emplois rémunérateurs. C'est sûr que les gens qui ont quitté et qui ont coupé leur lien d'emploi pour toutes sortes de raisons, ils pourront réappliquer. Puis évidemment, la liste de rappel, c'est à rapetisser, là, si je peux dire. Là. Mais il nous reste encore plusieurs travailleurs sur la liste de rappel, donc qu'auront préséance pour venir avant de nouvelles embauches, ça c'est clair. C'est sûr qu'on regarde le dossier. Vous savez, comme je vous ai dit, on a toujours une quarantaine de travailleurs qui ont resté là pour garder les installations en vie. Là. Ça fait on est toujours là, on est toujours en discussion avec l'employeur là-dedans là, pour apporter des opérations. Et je reviens au dossier d'Arcelor, 500 millions. Le gouvernement du Québec fait sa part. On parle de 60 millions, peut-être même jusqu'à 90 millions de rabais d'électricité. Pour vous autres, même pour un péquiste comme le coordonnateur des métallos, c'est un bon coup des libéraux, quoi. Au moins, cette fois-là, là, ils en donnent, mais on reçoit aussi. Là. Je pense qu'il faut saluer les efforts qui ont été faits quand même par les libéraux dans la région là, dans les dernières années. Puis il faut saluer cette entente-là parce que au moins, pour une fois, on a attaché l'octroi de tarifs énergétiques avantageux à des engagements d'investissement pour, pérenniser les emplois puis en créer. Fait que je pense que dans ce contexte-là, je pense qu'il faut appeler un chat un chat. Ça me semble être un bon coup. Évidemment, on a salué ça par voie de communiqué. Fait que moi, je pense qu'Hydro-Québec... même si des gens disent qu'on donne l'électricité et tout, mais quand ça sert à un levier économique puis à favoriser la reprise d'économie, ça sert à ça, Hydro-Québec aussi. Puis c'est un atout extraordinaire qu'on a dans nos mains, les Québécois et les Québécoises. Donc, il faut s'en servir. Puis je pense que ça a été utilisé à bon escient. Ouais, on a bien utilisé nos cartes. Est-ce qu'on aurait pu exiger plus d'Arcelor, justement, de régler carrément, là, d'annoncer que la mine a une durée de vie d'encore 20 ans plutôt que 2020? Parce qu'à un moment donné, on parlait fin 2020, là. La fin de la mine, en 2020, c'est proche en Moses, ça. C'est vrai qu'on a annoncé à partir de 2022 une réduction puis une fin de la mine. 2022. Mais très rapidement après cette annonce-là, je pense que les marchés financiers se sont emballés un peu, puis ArcelorMittal a corrigé le tir, un peu en sourdine, mais c'était fait en disant, écoutez, là, on n'a pas d'intention de fermer en 2030. Écoutez, je suis pas dans le secret des dieux pour les négociations, là, mais je pense que de par ces investissements-là, je pense pas qu'ArcelorMittal est dans la lignée pour ces opérations. Moi, je pense que ça vient au contraire pérenniser l'ensemble des opérations. Et là, puisqu'on est dans le volet plus politique de l'entrevue, Nicolas, là, je vais poser une question au militant souverainiste qui a appuyé Marilyn Gill, qui a appuyé le Parti québécois. Là, on a un syndicaliste de cette île qui fonde son propre parti, ou en tout cas, qui va avec un parti. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que les syndicats, les syndiqués à cette île vont être à l'écoute de Bernard Gauthier ou ils vont rester au PQ? Écoutez, je saurais pas vous dire. On n'a pas consulté nos membres, évidemment, là-dessus, parce que c'est tellement embryonnaire. On est à pratiquement 2 ans des élections. C'était l'automne 2018. Mais il va être candidat. Dans Duplessis, Bernard Gauthier va être sa liste contre Lorraine Richard. À la prochaine élection, là? Ça, c'est clair, mais il peut couler de l'eau sous les ponts. On verra. Mais on met à l'eau, ça arrivé qu'on s'est positionné dans des élections, évidemment. Mais dans le cadre d'élection. Là, on n'est pas dans le cadre d'une élection. C'est sûr qu'on se positionnera pas. Si position il y a à avoir, là, ça se fera pas avant les élections comme telles. Par contre, je dois saluer, nonobstant dans quel parti M. Gauthier le fait ou ses intentions, ce que je dois saluer par rapport à ça, c'est de l'implication citoyenne. Puis ça, je trouve que c'est salutaire. Que quelqu'un dise le système fonctionne pas comme je voudrais, puis je prends sur moi de m'impliquer. Ça, là, moi, je trouve ça salutaire parce que à l'heure où ce que tous les gens se désengagent, il y a un cynisme envers la politique, que quelqu'un dise, écoutez, moi, là, j'y vais puis je veux essayer de donner ma couleur, qu'on soit d'accord ou pas,
Ça, je trouve ça salutaire, l'implication citoyenne. Puis c'est aucunement un appui ou non envers M. Gauthier, mais au sens large, l'implication citoyenne, moi, je saluerais toujours ça. Puis je trouve ça rafraîchissant que des gens disent, écoutez, moi, je crois encore, parce que si M. Gauthier le fait, c'est parce qu'il croit encore à quelque part dans la machine politique. Puis ça, mais je pense qu'il y a beaucoup de citoyens qui devraient prendre acte de ça. Quand on regarde les taux de participation, c'est inquiétant. C'est du désengagement politique. Donc, je pense que je dois saluer le geste de M. Gauthier de s'impliquer parce que faire de la politique, là, on peut bien dire ce qu'on veut là-dessus, là, mais c'est un grand engagement de soi. C'est des gens qui travaillent des semaines interminables, puis ça, Là, tu patines comme les vrais politiciens, oui, là, Goutte. Là, je veux savoir, tu vas-tu voter pour ton ami syndicaliste de cette île, Bernard Gauthier, ou tu vas rester fidèle à ta députée péquiste, ta députée bloquiste aux prochaines élections? Le député bloquiste, on parle au fédéral. Raphaël, tu peux y rester fidèle, c'est bon. M. Gauthier, c'est au Madame Richard, tu l'appuyais, dernière élection, t'étais derrière le PQ, là, avec l'arrivée de Bernard Gauthier. Non, OK. Envers le PQ, là, c'est ça. Fait qu'on verra quand les élections arrivent. Toi, personnellement, tu te prononces pas pour tout de suite. Non. C'est sûr que non. Bon, c'est bon. On va conclure avec ça a bien à donner. On a une nouvelle annonce des métallos là qui vient tout juste d'arriver sur notre fil de presse. On parle des gens de la Villa Port-Cartier. Vous venez de signer un nouveau contrat de travail. Puisque vous revendiquez comme étant le salaire minimum sur la place publique, là, vous l'avez obtenu pour ces employés-là. Ouais. La Villa Port-Cartier, c'est une résidence pour aînés. Hein? Oui, qui est située à Port-Cartier, évidemment, comme son nom l'indique. Puis vous vous rappellerez qu'avec la FTQ, on a parti à 20 grands débats de société. Sur le 15 $. Sur le salaire minimum à 15 $. Puis évidemment, mon confrère, c'est pas moi qui l'ai négocié, mais mon confrère, M. Boulay, a négocié un salaire minimum à 15 $ là-dedans. Donc, c'est des augmentations substantielles pour les travailleurs et les travailleuses. Puis on est bien heureux que ça s'inscrit dans la mouvance pour le salaire minimum à 15 $. Substantiel, oui, hein, je te donne raison. On passe de 11,34 à 15,19 $. C'est un contrat à long terme en plus, quoi? Oui, c'est quelques années. Là, comme je vous dis, c'est pas moi qui l'ai négocié, mais le communiqué de presse vient tout juste de sortir. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on pense que c'est possible le salaire minimum à 15 $, malgré que ça peut faire peur à des gens. Mais on pense que c'est réaliste, puis d'autant plus que la FTQ prône pas de passer à 15 $ demain matin. Là, on parle de y arriver de façon progressive. Mm-hmm. Fait que moi je pense que c'est très positif pour les gens qui vont réinjecter cet argent-là dans l'économie. Ça, on l'oublie trop, hein. Mais ces gens-là, ils vont dépenser dans les commerces, là. En général, quelqu'un qui va passer de 13 à 15 $ de l'heure, là, fiez-vous, sous moi, il mettra pas ça dans le derrière. Il va s'en servir pour joindre les deux bouts, pour payer ses factures d'électricité, son épicerie, son loyer qui... Puis souvent, les gens au salaire minimum, c'est pas ceux qui font un voyage à Québec par mois pour aller dépenser leur paye dans la capitale. Et puis, dernier communiqué, c'est arrivé aujourd'hui également. On est en train de gonfler le fonds de grève au niveau des syndicats des métallos pour l'ensemble du Québec et du Canada. Ça peut-tu servir sur la Côte-Nord, ça? Oui, c'est Chez Arcelor, on négocie. Ça veut dire qu'il y a des possibilités. On sait jamais. On sait jamais. On négocie un contrat de travail. On négocie pas un conflit. Mais si ça arrive, on sera prêt. Ça, c'est clair que c'était la résolution en passant dans une réunion à Québec la semaine passée. Donc, les fonds de grève du Québec comme tel là, vont augmenter. Ça veut dire que quoi? Vos membres ici sur la Côte-Nord vont donner un petit peu plus sur chaque paye chaque semaine pour le fonds de grève au cas où? La cotisation reste la même. Okay. C'est le fonds était rendu dans un montant respectable. Si vous voulez, l'enveloppe globale avait atteint un minimum qui nous permettait d'augmenter les secours de grève, mais les cotisations des sections locales vont rester les mêmes. Là. Donc c'est effectif à partir de maintenant, donc combiné au fonds de grève international qu'on a aussi, là, fait que les travailleurs pourront faire face à des employeurs qui voudront nous mettre des choses à la gorge qui seraient pas souhaitables, disons-le comme ça. Eh bien, Nicolas Lapierre, un gros merci pour ta présence en studio, en direct. On l'appelle de bonne heure le matin, il répond tout le temps puis il est disponible. C'est le fun en plus comme discussion. On parle d'actualité économique et politique, même si là, il a pas voulu se prononcer trop en politique. C'est toujours le fun pareil. Merci. Dans quelques instants, on revient sur l'annonce d'un prêt de 100 000 $ à Vieux-Quai en fête. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Cette semaine à Port-Cartier, le Festival du film de Sept-Îles se poursuit au Cinégraphe. Voyez Le Pacte des Anges avec Marc Messier, Manchester by the Sea avec Casey Affleck, récipiendaire d'un Golden Globe, les comédies Adopte un veuf et Votez Bougon, le drame français La fille inconnue, ainsi que 2 avant-premières, Le Suspense, L'Outsider et le dernier Almodovar avec le film Julieta. Une formule cabaret avec siège réservé dans l'ambiance chaleureuse du graffiti. Billetterie au 766-0101 pour vivre l'expérience Cinégraphe. La PTS Croix
que les professionnels de la santé et des services sociaux méritent un syndicat moderne et à leur image. La PTS croit que seul un syndicat qui ne représente que des professionnels et des techniciens de la santé peut défendre efficacement leurs droits. La PTS croit à l'importance du service personnalisé aux membres dans chaque région. Ici Carole Dubé, présidente de la PTS, un syndicat 100% professionnel. Dès le 30 janvier, choisissez-nous et bienvenue chez vous. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Les élus du conseil municipal de Sept-Îles vont approuver ce soir le prêt de 100 000 $, donc une résolution pour confirmer tout ça, mais ça a été annoncé en conférence de presse jeudi dernier à l'hôtel de ville de Sept-Îles. Donc 100 000 $, un prêt sans intérêt de la ville à la corporation Vieux-Quai en fête. On le sait, il y a eu un déficit important pour l'édition 2016, mais ça permet de rembourser maintenant au complet les fournisseurs dès maintenant. Bien sûr, c'est un prêt sans intérêt, mais il faudra quand même que le 100 000 $ soit remboursé. J'ai réalisé lors du point de presse jeudi à l'hôtel de ville 2 entrevues. D'abord, on entend le maire de Sept-Îles, Régent Porlier, qui nous explique la décision du conseil. Et tout de suite après, le nouveau président du conseil d'administration de Vieux-Quai en fête, Monsieur Ghislain Lévesque. Je dirais nos choses, nos inquiétudes, on rencontre nos objectifs dans cette entente-là, clairement. Même si c'est à 100 000, c'est sûr qu'au début on parlait de 140. Heureusement, une fois tout démêlé puis bien, je dirais tout bien mis sur les feuilles, dans les bonnes colonnes, là. En bout de piste, on parle, c'est vraiment 100 000. Et le bal en noir et blanc a aussi contribué à alléger le déficit, d'une quinzaine de mille, ce qui est pas banal. Mais clairement, nos objectifs sont atteints. Nous, on en avait principalement 3. Le premier, c'est que on voulait pas que la ville assume le déficit. Et la ville n'assume pas le déficit. La ville n'est pas responsable non plus, là. Je pense que c'est ça le message. Absolument. La ville va aider l'organisme à traverser cette mauvaise période-là. Elle débourse le 100 000, mais c'est un prêt, clairement. Et pour chacune des 5 prochaines éditions. Et qui sait, peut-être que ce sera possible avant. C'est-à-dire que si le Vieux-Quai devait générer plus de profits dans les premières années, peut-être que le déficit sera effacé plus rapidement. Mais la façon qu'on va procéder, c'est que la ville va garder 20 000 $ sur l'enveloppe qu'elle remettait chaque année pendant 5 ans. Je dirais que c'est le minimum qui va arriver. Mais tant mieux. Si le Vieux-Quai fait des profits qui sont pas attendus, que ça va encore mieux, ça va se résorber encore plus rapidement. On le souhaite. Et ça, c'était notre première préoccupation. Deuxième préoccupation, c'était naturellement le remboursement des fournisseurs. On souhaitait que, peu importe où ça allait atterrir, que les fournisseurs soient payés. Pas juste les locaux, même si c'est principalement des fournisseurs locaux, mais aussi ceux de l'extérieur. Naturellement, pour aider à ce que la prochaine édition, on n'ait pas des bâtons dans les roues, ce que là, les gens disent, on fait plus affaire avec eux. Donc ça vient aussi corriger le tir, c'est-à-dire les fournisseurs vont être payés, pas sur 5 ans, mais tout de suite au début. Puis on voulait assurer la récurrence de l'événement. C'est clair que pour la ville, on voulait être sûr que quand ça repartirait sur des bonnes bases. Et pour cela, pour le conseil, ça impliquait qu'il y avait un peu d'expertise qui se greffait à l'organisation, parce que ça nous semblait faire défaut. Aujourd'hui, ça a permis de redonner confiance au conseil et d'embarquer dans la présente entente. Donc, les principales, les attentes du conseil, elles sont rencontrées. Et surtout, il y aura un Vieux-Quai en fête en 2017. Et principalement, ce qu'on a dit à l'organisation, cette fête-là a été initiée d'abord et avant tout pour les jeunes. Assurez-vous que ce volet-là soit rencontré. Le reste, ça sera, si on veut du crémage, tant mieux. Si on peut faire plus large et mieux. Je comprends bien que c'est un prêt exceptionnel là, pour régler la situation déficitaire qu'on vient de vivre, mais il va y avoir une subvention de la ville aussi, j'imagine, pour 2017. Là. Comme à l'habitude, là, cette subvention-là était à la hauteur de 75 000 plus 11 500 pour la personne là, qui travaillait pour le Vieux-Quai, donc 86 500. Cette contribution-là, elle continue d'être là. Mais il va y avoir une ponction pendant 5 ans de 20 000. Puis comme je le dis, on souhaite que l'événement aille bien, très bien même, et que le prêt puisse être remboursé plus rapidement. Donc on retournera au montant initial. Ça fait quand même près de 200 000 $ dans la même année budgétaire pour la ville de Sept-Îles. Est-ce qu'on
on a des attentes avec ça, où on attache des conditions ou des exigences au nouveau comité organisateur? Oui, la principale exigence pour nous, là, c'est qu'on se retrouvera pas un matin devant le fait accompli. C'est-à-dire que les gens travaillent sur l'organisation de l'événement, fassent des approches avec des artistes, pas d'engagement finaux tant qu'on n'a pas eu une présentation au conseil pour dire voilà vers quoi on se dirige, qu'on convienne ensemble qu'on va être en mesure de suivre du côté de la ville de toute façon, parce que quand la dernière édition, ça a pris beaucoup de gymnastique du côté de la ville aussi pour pouvoir livrer même l'événement. On l'a fait à force de contorsion, mais en même temps, on veut avancer ensemble là-dedans. Ils sont maîtres d'œuvre de l'événement, ils demeurent maîtres d'œuvre de l'événement, mais en même temps, il y aura une collaboration plus serrée pour assurer que l'événement, on va être en mesure de le suivre au niveau de la ville et qu'à notre point de vue, ça va faire du sens. Merci. Monsieur Lévesque, le maire vient de nous expliquer là un peu l'entente avec la ville. Finalement, comment ça s'est passé pour en arriver là? Parce qu'on pensait que ce serait réparti peut-être sur quelques années là de rembourser les fournisseurs de l'édition déficitaire 2016. C'est vous, comme président, que vous vouliez pas cette formule-là? Vous avez demandé un petit effort de plus à la ville, quoi? Non. De quelle manière ça s'est déroulé, dans le sens que nous avons rencontré le conseil municipal, nous avons rencontré l'administration, et il y avait une volonté commune de faire en sorte que, l'activité se perpétue dans le temps, que deux, que le bénévolat soit encore un élément important dans la réalisation de l'activité. Et on faisait un constat que si une organisation comme la nôtre avait à transporter pendant 5 ans une dette auprès de 40 fournisseurs, c'était un petit peu peut-être difficile pour des bénévoles. Et on est venu à la conclusion que ce serait mieux d'avoir un seul dette à rembourser, qui se trouve être la ville de cette île, et non d'en avoir 40. Alors je pense que c'est très pratico-pratique d'avoir réussi à venir à une entente de cette manière-là, et je pense que c'est pour le bénéfice de l'organisation. Alors là, on a un engagement sur 5 ans avec la ville, et tous nos autres fournisseurs locaux surtout, et un peu à l'extérieur, seront réglés, et on passe à d'autres choses. Vous arrivez quand même dans une situation particulière à la tête d'une organisation très importante pour la ville de Sept-Îles. Est-ce que c'est l'entente idéale pour vous? Il y a des gens qui voyaient quasiment comme un sauveur là, quand vous vous êtes présenté au niveau du conseil d'administration. Là, on part sur des bases solides, finalement. Un sauveur. Moi, j'aime pas bien ce qualificatif-là. Moi, j'étais un bénévole depuis que j'ai lâché la politique. Je me suis toujours impliqué dans la communauté, que ce soit au niveau du Greffe-toi à nous, l'organisation Greffe-toi à nous, au niveau du judo canadien, au niveau du club Richelieu. Alors j'ai continué à m'impliquer, et il y avait cette opportunité-là, et j'ai à cœur le Vieux Campfest. J'ai tout de même assisté à 12 éditions. Je suis même un ami de bretelles. Alors je pense que j'avais un intérêt à faire en sorte de donner un peu de mon temps, de redonner ce que j'ai reçu dans mes 12 années à la mairie, et c'est ma manière de contribuer au développement de la communauté ensemble. Comment vous l'avez perçu, l'édition 2016, là? Avant qu'ils nous annoncent qu'on a fait un déficit, les gens semblaient vraiment aux oiseaux par rapport aux changements qui étaient là, puis à ce qu'on a vécu, ce qu'on a eu comme plaisir à Vieux Campfest 2016. Qu'est-ce que je retiens, c'est qu'en 2015, après l'édition de juillet 2015, il y a eu un sondage qui a été fait. Les gens sont allés voir, sonder le terrain, sonder les populations sur qu'est-ce qu'ils voulaient avoir. De là est ressorti certains éléments. Et la tarification avait été sondée, les débits de boissons avaient été sondés. Alors, ils ont enclenché ce processus-là pour aller vers cette tendance-là. Alors, et à ma connaissance, j'ai entendu tellement de bons commentaires sur l'édition 2016, sur les spectacles, sur l'organisation. Le fait qu'on ait eu un déficit, tout le monde, un jour ou l'autre, est confronté à certaines problématiques. Alors, là, on l'a réglé, cette problématique-là, mais aussi, qu'est-ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne recule pas en arrière. Les débits de boissons, la boisson, elle va exister au Vieux-Quai en 2017, et la tarification, elle va continuer à exister. On est rendu là, dans la communauté de cette île. On a un événement qui est majeur au sein de la communauté, qui mérite de prendre son envol, de prendre sa place, et on va travailler à d'autres activités qui vont faire en sorte que la population va embarquer. Mais on ne recule pas en arrière. C'est pas mon intention. C'est pas l'intention du conseil municipal. C'est pas l'intention du comité organisateur. Il y a eu des changements de cap. On va continuer. Mais comme je le disais, nous allons réaliser une activité qui sera à la hauteur de nos moyens financiers. Vous n'avez pas l'impression que la nouvelle entente avec la ville, ça impose une certaine rigueur là, à la prochaine organisation? On n'a comme pas le choix de pas arriver avec un autre déficit en 2017
Il y a un peu de ça quand même, là. Bien, écoutez, dans le passé, sur les 23 dernières éditions qui étaient faites, je ne sais pas à quel point qu'on a eu des surplus ou des déficits, là, j'ai pas fait d'inventaire là-dessus, mais chose certaine, c'est qu'il n'y a pas une corporation municipale dont le conseil municipal aime à ce qu'il finisse une année en déficit. Alors, je pense qu'on doit réaliser une activité qui est à la hauteur de nos moyens. Et ça, c'est notre responsabilité en tant qu'administrateur. On est en train de former un comité organisateur. Alors, tous ensemble, on va travailler à réaliser une activité qui sera à l'intérieur de nos limites financières, de nos capacités financières. Point. J'ai cru comprendre avec M. Régent Porlier là, que la Ville avait peut-être rajouté une étape. Elle va observer, peut-être avant qu'on s'engage dans les dépenses 2017, elle va regarder un peu ce qui a été fait. Ça vous enlève pas un peu d'autonomie? On est en train d'essayer de recruter un comité organisateur. Là. On voudrait y laisser une certaine marge de manœuvre, j'imagine. J'ai bien les responsabilités que le conseil d'administration du Vieux-Camp Fête ont les mêmes responsabilités que les autres corporations, où est-ce que les corporations municipales, paramunicipales, ont à déposer un budget au conseil municipal, ont à déposer un plan d'action, ont à déposer une programmation. Alors, c'est dans le même esprit que ça se fait et ça va me faire plaisir au cours des prochaines semaines, quand que le conseil aura tracé les bases de l'édition de 2017, de venir rencontrer le conseil, montrer le budget, c'est avec ça qu'on s'en va. Et là, vous êtes là depuis le 23 novembre. Concrètement, on regarde déjà 2017. Là, c'est sûr qu'on n'annoncera rien aujourd'hui, mais on y travaille déjà. On se retourne vers l'avenir. Là, c'est un peu réglé avec la conférence de presse d'aujourd'hui, le passé. Là. Je dois vous avouer franchement que la priorité, lorsqu'on a été élu en novembre dernier, était de régler le dossier litigieux avec la ville de cette île. Mais vous comprenez qu'on n'a pas attendu aujourd'hui pour commencer à travailler. Alors, je devrais dire que depuis les 2 derniers mois, on a peut-être eu 3 ou 4 réunions du conseil d'administration, puis certaines ont duré quelques heures. Alors, vous savez, là, on est à pied d'œuvre pour faire en sorte que l'édition 2017 arrive. Je dois en convenir qu'on est un petit peu en retard. C'est normal, parce que avec ce qui s'est passé, on avait des choses à régler. Mais on va y arriver pareil pour le mois de juillet prochain. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Attitude. Tu sais, quand on achète n'importe quoi juste parce que c'était un super rabais. Matt, t'as reçu une boîte? Oh, c'est quoi ça? C'est une harpe celtique. C'est pas vraiment super si c'est pas ce que vous voulez, non? En ce moment, achetez la Fusion et l'Escape 2017 à 0% sur 72 mois plus 500 $ en bonus de fin d'année. Quand on a des rabais exceptionnels sur ce qu'on veut vraiment, c'est facile d'embarquer avec Ford. Toi, tu sais jouer de ça pour vrai? Ben oui. Faut juste que je trouve où ce qu'on souffle. Visitez trouvezvotreford.ca pour les détails. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. Valérie, on s'entretient avec un ancien député de ton coin de pays, le mien aussi, mais moi, ça fait très, très, très longtemps. Il vient du Lac-Saint-Jean. En fait, il a fondé le nouveau média web Option Région. Monsieur Denis Trottier est avec nous présentement à Adolbo-Mistassini, j'imagine, dans le comté du premier ministre. Bonjour, Monsieur Trottier. À Péribonka, plus précisément. Oui, bonjour tout le monde. Mais vous êtes dans le comté de M. Cloutier d'abord, quoi? Vous êtes de l'autre côté du lac? Péribonka, c'est dans la circonscription de Robertval. Mon député, c'est Monsieur Couillard. OK. Et là, on va parler d'Option Région. On en a déjà parlé ensemble lors de la création. Là, c'est vraiment un média web. On faisait beaucoup de capsules radiophoniques. Et là, on va se lancer dans le visuel également, dans la production visuelle. Rappelez-nous d'abord les objectifs, là. On se disait à l'époque que les régions sont pas très présentes dans l'actualité nationale, alors il faut avoir une place à quelque part. Oui, disons qu'en 2015, Influence Communication avait calculé que les régions pesaient moins de 1% de l'actualité nationale. Puis en 2016, c'est encore la même chose. Puis ça se détériore de plus en plus. Je pense que les régions, malheureusement, sont complètement abandonnées dans l'actualité nationale. Puis ce qui est fou dans ça, c'est qu'on peut entendre parler de problèmes de stationnement sur le plateau Mont-Royal. Ça, c'est une vraie nouvelle nationale. Mais parler des régions, ça fonctionne pas. Et ce que je rêve, c'est, en tout cas, ce à quoi je travaille, c'est d'essayer de mettre sur pied un média qui va avoir une vision nationale, mais à partir d'une vision régionaliste. Mm-hmm. Et là, dans le fond, c'est pas traditionnel, même si on va sur le web, là, au niveau de l'information puis tout ça, ce que vous faites, c'est du journalisme de solution, ce qu'on appelait dans le temps du journalisme d'opinion, peut-être aussi. Je dirais plus de solutions, parce que d'opinion, on en voit, présentement, il y a beaucoup de journalistes, il y a beaucoup de critiques dans les médias. Je dirais que le journaliste de solution, c'est que
pour savoir si on fait du journalisme de solution, c'est qu'après avoir lu un article ou après avoir entendu un reportage, si on a envie de s'impliquer, ça veut dire que c'était du journalisme de solution. Si on a envie de donner un coup de pied dans la radio ou dans la télévision, c'est parce que c'était du journalisme d'opinion un peu cynique. Et à ce moment-là, ça conduit pas à grand-chose. Et je pense que les gens ont plus besoin d'entendre parler des solutions que des problèmes, parce que les problèmes, on les connaît quand même passablement. Oui, c'est assez facile à trouver. Le site web, c'est optionregion.com. Suffit de ne pas mettre d'accent et d'ajouter un S à région si vous n'y avez pas pensé. Et vous allez trouver le site dont on parle avec Monsieur Denis Trottier. Monsieur Trottier, vous avez plusieurs collaborateurs, là. Vous faites pas nécessairement, ce n'est pas que vos solutions à vous, finalement, qui sont sur le site. Tout le monde sait qu'il y a de meilleures idées dans plusieurs têtes que dans une seule, et à chaque semaine, il va y avoir un co-animateur ou une co-animatrice qui va venir avec moi. On va parler de l'actualité nationale et régionale, puis entre autres, dans les collaborateurs, il va y avoir Roméo Bouchard, qui est l'ancien cofondateur de l'Union paysanne. Oui. Et également Claire Bolduc, qui est l'ancienne présidente de Solidarité Rurale qui habite le Témiscamingue. Et éventuellement, il y en aura d'autres là que je pourrais annoncer prochainement. Bon, et c'était surtout des capsules radio. Là, on va faire de la production télé. Ici, on pourrait avoir des collaborations. On pourrait voir ça peut-être. Moi, c'est Cogeco. Je suis abonné à Cogeco. Ils ont un très bon canal de télévision, Cogeco TV. Je pense que la meilleure façon, c'est de demander à Cogeco qu'ils prennent contact avec la télévision communautaire de Delbo-Mistassini. Ce matin, j'ai justement parlé avec Cogeco à Alma et ils vont diffuser les émissions. Ça va être diffusé chez nous dans tous les réseaux de télévision communautaire ou de MaTV. Et vous pouvez faire la même demande. Puis les émissions sont gratuites. Ça veut dire que je pense que c'est assez intéressant. Puis on travaille pour essayer de donner un avenir aux régions. Là, c'est ça qu'on fait. Oui, le message va se rendre à Cogeco Sept-Îles. Soyez-en assurés. Mon co-animateur de demain, le journaliste de Cogeco TV ici, là, on va lui demander de nous passer ça, de faire les démarches s'il faut. L'analyse de l'actualité nationale et régionale, en fait, vous le faites quoi? Quand on parle d'option région, vous êtes un ancien député du Parti québécois. Est-ce que ça veut dire qu'on fait la promotion de la souveraineté, quoi? On fait la promotion de quoi, là? Des solutions en région? Ça peut aller à gauche, ça peut aller à droite, dans tous les sens. Oui, disons qu'au point de départ, moi, je dis pas aux gens que je suis neutre parce que ça, je crois pas beaucoup à ça. Ce que je dis aux gens, c'est que moi, j'étais souverainiste, je le suis encore. J'étais social-démocrate, je le suis encore. J'ai toujours été régionaliste et je le suis encore. Puis à ce moment-là, il faut que les gens jugent en fonction de ce qu'on va proposer, de ce qu'on va donner. Et ce que je rêve, moi, c'est qu'on ait ce qu'on appelle un projet de génération qui va pouvoir ramasser des gens à la fois de gauche et de droite, parce que présentement, on est très divisé. Puis il y a trop de monde qui ont trop de solutions. Et ça fait en sorte que finalement, on n'avance pas. Quand on veut qu'une société, que ce soit une ville, un village ou un pays avance, il faut avoir un projet commun. Et présentement, on n'en a pas. Et moi, je veux travailler pour qu'il y ait des gens à la fois de gauche et de droite qui puissent travailler ensemble, parce que je pense pas que ni un ni l'autre ait le monopole de la vérité. Je pense que c'est en s'assoyant ensemble qu'on va réussir à avoir des projets communs. Puis là, ça va donner un élan à l'ensemble du Québec et à l'ensemble des régions. Et qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée de Bernard Rambaud-Gauthier de Sept-Îles dans le paysage politique québécois? C'est un gars de région. Son parti citoyen au pouvoir, ça va beaucoup, je pense, aller vers les régions d'abord. En tout cas, c'est ce qu'il nous dit. Pour vous, c'est un plus, son arrivée en politique? Moi, je comprends un certain nombre de ses motivations, mais malheureusement, je pense que ça va diviser le vote et faire en sorte que probablement que les libéraux vont rester au pouvoir peut-être encore assez longtemps. Et je pense que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Moi, je pense qu'il faut que les régions prennent plus de place dans le monde politique. Et pour ça, il faudrait peut-être que les municipalités, puis les régions, puis les MRC puissent dire au gouvernement, quel qu'il soit, nous autres, on veut être autonomes. On veut décider de ce qu'on veut faire dans l'avenir. On veut être comme les cantons en Suisse qui ont leur propre pouvoir, leur propre champ de taxation, leur propre orientation. Et comme disait René Lévesque, c'est que là, faire confiance aux régionaux, c'est la meilleure façon d'avoir des gens qui vont trouver des solutions qui vont être adaptées à leurs besoins. Ouais, c'est le Québec est trop grand pour avoir du mur à mur, comme on dit, au niveau des lois. Il faut que ça change. Et moi, je pense que c'est le municipal qu'il faut investir pour être capable de dire au gouvernement provincial et fédéral, nous autres, on est tannés de se faire runner par le bout du nez. On est tannés que vous nous écoutiez pas. On veut que vous nous laissiez décider ce qui nous concerne. Mais c'est ça qu'il fait, Bernard Gauthier. C'est ce qu'il a dit à Tout le monde en parle. C'est ce qu'il nous répète depuis son lancement politique. Puis nous autres, on le connaît à cette île. Ça fait encore plus longtemps que ça qu'il nous en parle. Pourquoi pas? Il y a même votre collaborateur Roméo Bouchard, il a déjà songé sérieusement à former un parti des régions. C'est un peu ça qu'il fait.
Oui, mais moi, je pense que c'est pas par un parti des régions que ça va passer. Je pense que ça va passer plus par des élus municipaux. Je pense que, entre autres, il serait mieux de se présenter au niveau municipal, puis qu'à ce moment-là, revendiquer, puis de dire, moi, je veux que le pouvoir, ça se passe chez nous. Parce que sinon, ça veut dire ça qu'on ajoute encore d'autres mondes, puis ça va se passer encore à Québec. Ouais. Les décisions vont se passer à Québec, puis il ne faut pas se compter de peur. Alors là, c'est que là, même si on faisait un parti des régions, la plupart des députés vont rester de Montréal, ils vont garder le contrôle sur les orientations du Québec. C'est malheureux, mais les régions, on n'a plus assez de monde pour avoir suffisamment de députés pour être écoutés. Bon, donc les solutions, c'est dans les partis traditionnels pour vous, là. Vous allez continuer de militer à l'intérieur du Parti québécois et c'est ce que vous suggérez à mon ami Bernard Gauthier, si je comprends bien. Moi, ce que je lui suggère, c'est de travailler au niveau municipal. Il devrait, à ce moment-là, dire aux prochaines élections, là, c'est que moi, je me présente avec une équipe qui veut décentraliser les pouvoirs. Ça, ce serait bon, puis qu'à ce moment-là, il pourrait faire, comme on avait fait au Saguenay-Lac-Saint-Jean il y a quelques années, on avait fait un référendum sur la décentralisation de la gestion de la forêt, et ça avait été fait sur un bulletin de vote en même temps qu'on était allé voter aux élections municipales de 2005, et je pense que c'est vers ça qu'il faut aller. C'est plus à ce niveau-là qu'on a besoin. Si les maires, si les élus locaux ne revendiquent pas plus d'autonomie, jamais que les gouvernements au niveau national vont en donner plus. C'est là qu'il faut que ça se passe. Oui. Et comment se fait que le Parti libéral, je regarde le sondage de ce matin là dans le Devoir et le Journal de Québec, le Parti libéral garde des appuis assez considérables en région. Le chef Couillard est encore plus populaire que le nouveau chef du Parti québécois, M. Lisée. Vous expliquez ça comment, que les régions continuent d'appuyer les libéraux? Vous êtes bien placé pour ça, là, au Lac-Saint-Jean? C'est lui votre député, M. Couillard? Ouais, d'abord, je dirais que il y a beaucoup d'anglophones qui continuent de voter massivement pour le Parti libéral. Ils partent avec une base assez importante. D'autre part aussi, c'est que... C'est pas avec les anglophones qui s'est fait élire dans le Lac-Saint-Jean, là? Non, mais je peux vous dire que s'il y avait une élection aujourd'hui, je suis pas certain que son résultat serait le meilleur, parce que les gens ont cru qu'il allait avoir des miracles en l'élisant, et ce que je rencontre, c'est des gens qui disent, ouais, ça n'a pas donné grand-chose d'avoir un député, que le premier ministre soit député. Il y a un premier ministre dans le comté, mais il n'y a pas de député, c'est ce que j'entends, et finalement, c'est qu'il n'y a pas eu, en tout cas, tellement d'annonces importantes. Je ne sais pas si vous n'avez vu passer tellement chez vous, mais sincèrement, ça n'a pas donné les effets que les gens s'attendaient. Je pense nous, on se plaindra pas. On a eu à Davos 500 millions annoncés par Arcelor grâce à une entente où Hydro-Québec et le gouvernement contribuent. Ça arrive des fois qu'on a des ententes en région, chez vous aussi, oui, non? Mais c'est là qu'on voit qu'on n'est pas obligé d'avoir le premier ministre dans le comté pour qu'il se passe quelque chose. Quand il y a un bon projet, à ce moment-là, ça avance. C'est pas le fait que ce soit le ministre ou le député. Il faut qu'à un moment donné, il y ait des gens qui aient des projets réels, qui sont rentables, qui ont de l'avenir, et c'est comme ça que ça va avancer. Eh bien, Monsieur Trottier, on rappelle que c'est optionrégion avec un S.com. Le 28 janvier, je pense samedi, il va y avoir plein de nouveaux matériels là, disponibles, des émissions de télévision avec la TV communautaire. Mais il y a déjà plein de choses qu'on peut écouter, hein, vos réflexions, ça, plein d'images aussi. C'est ça. Au plaisir, puis... Comme on dit, je pense que l'avenir est aux régions, mais il faut être capable de se tenir debout et être capable de dire que c'est chez nous qu'il faut que ça se passe. Denis Trottier, un gros merci pour cette entrevue en direct à Côte-Nord Attitude. Au plaisir. Côte-Nord Attitude. Aïe aïe, Sophie, t'as des paparazzis qui te suivent. Ben oui, toi. Madame, vous êtes radieuse. Quel est votre secret? Ouais, je suis ta meilleure amie. Tu me croiras jamais. Dis-le donc. Je me suis offert des soins du visage, un lifting sans chirurgie, j'ai peaufiné ma silhouette, je me suis réinscrite au gym et je me suis fait faire une coiffure de star. Seigneur, ça a dû te coûter un bras? Ben non, regarde, j'ai encore mes 2 bras grâce à la boutique Attraction. T'as plein d'offres à 50% du prix partout à travers le Québec. Toutes les femmes en rêvent et moi, j'en fais une réalité. Boutiqueattraction.com, 100% de plaisir pour 50% du prix. Côte-Nord Attitude. Pure FM 94. Une initiative vraiment intéressante qui a été prise par le 6 Côte-Nord. On va en jaser avec Stéphane Talbot, qui est conseiller en activité physique justement du côté du 6. Bon midi, Monsieur Talbot. Oui, bonjour, Mme Diane. On sait, là, il y a beaucoup de neige qui est tombée depuis le début de l'hiver. Certains peuvent s'en plaindre, mais vous avez décidé de prendre cette neige-là et de tourner tout ça en une belle activité pour que les gens soient actifs. Vous avez lancé un défi château de neige. Parlez-nous-en de ce défi-là.
Oui, en fait, comme vous dites, là, c'est très intéressant, le défi château de neige. L'idée derrière tout ça, c'est vraiment d'inciter les gens à sortir dehors et à s'amuser un peu et à se rendre compte que l'hiver, c'est pas si pire que ça. Donc, toute cette neige qui est tombée et celle qui est à venir là bientôt, vraiment, c'est vraiment l'outil de base là pour permettre de construire un château de neige et associer à ça tous les bénéfices. Mais nous, ce qu'on s'engage à faire, c'est de remettre des prix de participation à tous les participants. Là, c'est un tirage au sort, donc peu importe la qualité, la beauté du château, c'est pas des critères. Les critères, c'est vraiment de sortir dehors, d'en construire un et de faire les étapes là pour s'y inscrire. Est-ce que c'était vraiment une activité qui était prévue à l'horaire ou si vous avez pris la balle au bon avec toute la neige qui est tombée? Non, c'est la deuxième année d'ailleurs là que la Côte-Nord y participe là en tant que région, mais c'est une initiative là qui vient de mes collègues là du nord du Québec. Mais cette année là, on s'inscrit encore une fois avec le site internet là, le défi Château de neige là qui est promu par l'unité régionale loisirs et sports de Québec, Chaudière-Appalaches. Et puis dans le fond, ils prennent en charge là, tout se fait de façon électronique, très simple. En se rendant sur le site, vous voyez toutes les étapes en cliquant sur la région Côte-Nord. Vous le dites, c'est simple là, d'aller faire un château de neige et tout, mais quand même, dans votre communiqué, vous dites qu'il y a certaines consignes de sécurité à respecter. C'est quoi ces consignes-là? En fait, c'est les consignes là, très importantes de voir au début. Ce n'est de jamais construire de tunnels, s'assurer que s'il y a des parois, que les parois soient solides. C'est vraiment des consignes de sécurité pour les tout petits là, parce que évidemment le château une fois construit, c'est important qu'ils puissent aller retourner jouer dedans, l'améliorer. Donc c'est vraiment le construire pas trop près de la rue quand les camions de déneigement vont passer, etc. C'est les consignes de base, mais tout est bien détaillé là sur le site internet au niveau de ça. OK, et là c'est à partir de ce site web là également que les gens peuvent aller mettre les photos de leur château, donc défichâteaudeneige.com/Côte-Nord. Vous avez même un drapeau officiel pour les châteaux? Effectivement, là, les gens, là, les familles qui veulent participer, vous avez le lien, là, la personne à qui contacter, là, Marie-Christine Bouchard, qui va vous envoyer un drapeau directement à la maison, là, si vous en faites la demande, que vous pourrez planter sur le drapeau et prendre la photo sur le château, et que vous pourrez prendre la photo là pour la mettre sur le site internet là. Donc c'est une des façons. Et puis pour les CPE et les services de garde là en milieu familial, les bureaux coordonnateurs ont en main des drapeaux, donc juste à communiquer avec votre bureau coordonnateur et puis vous pourrez vous en faire remettre un. Bien sûr que le but premier là, c'est de faire bouger les gens, mais il y a des prix aussi là qui seront reliés à ça. Tout à fait, là, puis c'est des prix là qui sont en lien vraiment avec le mode de vie physiquement actif, parce que c'est vraiment vers là qu'on veut aller. Donc, ce qu'on offre, c'est du petit matériel qui va être la plupart du temps là utilisable été comme hiver. Donc, pelle, seau, etc. Du matériel pour glisser, des cerceaux, des jeux là. C'est tout du matériel là qui est éprouvé là, puis qui est fait pour amuser tout le monde, là, tant au niveau de la famille qu'au niveau des services de garde. Ce que je trouve vraiment intéressant avec ce concours-là, c'est que on se rend compte que en faisant un château de neige, tout simplement, dans l'enjeu à l'extérieur, on fait de l'activité physique. Donc, dans le fond, on se rend compte que c'est pas nécessairement si exigeant que ça. Ça demande pas un si gros effort que ça d'être actif, là. Non, puis je suis content que vous ameniez ça parce que c'est très intéressant parce que depuis plusieurs années, le message qu'on envoie, c'est pas besoin d'être sportif pour être actif. Donc, c'est une foule de petits gestes qui va faire en sorte que au bout de la journée, on va avoir ajouté beaucoup de minutes d'activité dans notre bagage là, quotidien. Donc, c'est vraiment chaque chose qu'on va faire, comme justement aller jouer dehors avec les enfants, on va se faire prendre au jeu, je vous le garantis. Lorsqu'on va magasiner, pourquoi pas de se stationner à l'autre bout du centre d'achat et marcher tout le long? Pourquoi ne pas aller faire d'autres emplettes à pied quand on prendra le temps? Et ne pas dire « je n'ai pas le temps », c'est vraiment la distinction que j'aime beaucoup faire, là, prendre le temps de faire les choses. Donc, prendre le temps d'aller construire un château de neige. Tout à fait. C'est de s'amuser, dans le fond, parce que des fois, l'image qu'on nous envoie, c'est qu'il faut absolument s'entraîner ou justement là, faire un sport pour être en forme, mais finalement, c'est de ramener ça au jeu. Exactement. Des petits pas du quotidien, là, aller marcher. Tu sais, c'est vraiment là, tout ce qu'on est capable de faire, là,
Puis ces minutes-là, ils s'additionnent toutes dans notre journée. L'idée, c'est de créer l'engouement, puis à un moment donné, on va s'apercevoir qu'on est de plus en plus actifs. Là. Vous, du côté du 6 Côte-Nord, vous avez pris des actions aussi là pour inciter les gens à bouger. Vous avez un plan d'action régional de santé publique qui a été lancé l'année dernière. C'est jusqu'en 2020. J'allais faire un petit tour sur le site web là, pour regarder un petit peu ce plan-là, qui est quand même assez chargé, là, un bon 106 pages quand on veut aller lire ça. Mais bon, vous l'avez lancé l'an dernier. C'est quoi les actions qui déjà ont été prises par rapport à ce plan-là? Il y a beaucoup d'actions là dans le cadre de mon équipe où on se concentre beaucoup sur les saines habitudes de vie. Là, donc, on tente de mettre en mesure, là, pour résumer ça très rapidement et très simplement, ce qu'on essaie de faire, c'est on essaie de rendre les choix sains plus faciles et les choix malsains plus difficiles. Donc, on tente vraiment par la mise en place de mesures, vraiment d'inciter la population et les instances là, qui encadrent la population, là, comme les services de loisirs, pour être simple, mettre en place des structures ou des environnements qu'on appelle qui vont être favorables aux choix sains. Donc, c'est vraiment un encadrement des saines habitudes de vie. Donc, on a beaucoup de partenaires qui nous aident là à réaliser tout ça. Et c'est un gros travail, là, comme vous le dites. Là, c'est à 106 pages. Je peux vous dire que c'est succinct, mais on travaille très fort là, à mettre en place ces mesures-là. Et d'autres actions, bien sûr, qui seront prises. Et une de celles-là, c'est ce défi château de neige. Donc, on invite bien sûr les gens à participer en grand nombre. En plus, ça va être vraiment une belle activité familiale. On invite entre autres les familles à participer. Hein. Oui, merci beaucoup de faire cette promotion-là parce que oui, on en veut beaucoup. Là. Si vous allez voir, il y a d'autres régions qui sont associées aussi sur le site Internet. Donc, il y a beaucoup de photos de plein de familles, de plein de CPE. Je voulais souligner aussi qu'il y a des prix provinciaux parce que le Carnaval de Québec nous offre la chance de participer à des tirages là pour participer à leurs activités en s'inscrivant. Donc, il y a des prix Côte-Nord, mais il y a des prix aussi provinciaux qui sont une gracieuseté là du Carnaval de Québec. Donc, c'est intéressant. C'est doublement intéressant de s'inscrire rapidement. Ben effectivement. Donc, on va faire un tour sur le défichâteaudeneige.com/Côte-Nord et on fait notre château de neige et on s'amuse également puis on va prendre l'air. C'est bien important. Stéphane Talbot, conseiller en activité physique au 6 Côte-Nord. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous en parler ce midi. Hey, c'était avec un grand plaisir. Merci, Mme Dionne. Et ça complète notre émission d'actualité et d'affaires publiques, Madame Dionne. Ben oui. On va aller jouer dehors, Jean, tiens. Oui, on va aller faire des châteaux, des bonhommes, on va prendre des photos, puis on va les envoyer. C'est un beau concours sur une belle initiative du Centre intégré de santé et de services sociaux. Et nous, c'est la fin pour Côte-Nord Attitude. Demain midi, on s'entretient entre autres avec la députée de Duplessis, Lorraine Richard, qui sera accompagnée de son président du Parti québécois ici à Sept-Îles, Jacques-René Giguère.